Merci, Natacha. Merci de votre présence. C'est toujours un honneur qu'on me fait quand on me demande de venir parler de mon parcours parce qu'il y a eu plusieurs étudiants au département d'anthropologie que j'ai eu le plaisir de connaître, dont certains dont je vois les photos ici. Natacha m'a demandé d'axer la présentation que je vous fais sur mon parcours professionnel, autrement dit, après l'université, par où je suis passé dans les emplois pour me rendre où je suis actuellement. Ce n'est pas un parcours qui est exceptionnel au sens où c'est un chemin que font plusieurs étudiants, plusieurs personnes après avoir étudié. Je remonterai peut-être un peu dans le temps en vous disant, bon, vous venez des collèges, moi ce qui m'a mené à l'anthropologie, c'est le cégep. J'ai eu la chance d'être dans un cégep où il se donnait des cours d'anthropologie, un seul en fait. J'ai eu la bonne idée de le suivre. Et j'ai découvert là, je pense, une certaine étincelle. À un moment donné, je me rappelle que le professeur avait dit que ce qui distingue l'anthropologie, en quelque sorte, c'est que par rapport à beaucoup d'autres disciplines ou à d'autres sciences, on ne s'intéresse pas tant aux mots ou aux actes que prononcent ou que font les personnes, mais bien à ce qui justifie ou sous-tend ces actes-là sur le plan du bagage culturel. Donc, la façade nous intéresse peut-être un petit peu moins que tout ce qu'il y a derrière, et c'est devenu un peu un mantra à travers mon parcours, et c'est ce qui a motivé... ce qui m'a motivé finalement à faire un bac et une maîtrise, et par la suite, ça reste même dans mon travail. Donc, j'ai eu le plaisir de faire un bac ici à Laval, une maîtrise à Laval. J'ai expérimenté la fameuse formation pratique moi, j'ai fait une formation pratique dans un profil très recherche. Je me suis intégré à une équipe de recherche qui m'a demandé de documenter une partie de son protocole de recherche. Donc, j'ai été amené à faire des entrevues auprès de personnes qui étaient des réfugiés colombiens qui venaient juste d'arriver dans la région de Québec. Donc, c'est l'occasion, finalement, même au bac, là, 2 ans après le cégep, de mettre à profit les outils de l'anthropologie. Ça m'a convaincu de faire une maîtrise, en gros. Une maîtrise aussi que j'ai choisi d'orienter en fonction de mes intérêts personnels. C'est ce qui est quand même assez intéressant par rapport à des disciplines des sciences pures ou autres, où souvent on est aspiré dans un projet d'un professeur où on nous mandate en quelque sorte pour colliger des données et contribuer à un projet plus large. En anthropologie, il y a encore cette liberté-là d'amener nos idées et de faire un projet de recherche, et on a un bon support de la part des professeurs. Une fois la maîtrise terminée, j'ai aussi la chance d'avoir une subvention d'un fonds de recherche pour lequel je travaille maintenant. Vous allez en entendre parler un petit peu plus tard. Pour faire ma maîtrise, donc c'est le genre de choses qui existent aussi en sciences humaines et sociales. Après quoi, la directrice de maîtrise m'avait dit, « Bon, Étienne, tu as quand même un parcours intéressant, tu as obtenu des bonnes notes, tu as un sujet de recherche qui est dans le vent, pourquoi tu ne fais pas un doc? » J'ai dit oui, bonne idée, mais mon objectif, c'est pas tant, moi, de devenir professeur universitaire. Puis on imagine qu'avec un doctorat, l'issue, c'est de devenir prof universitaire. Maintenant, les statistiques montrent que c'est 20 à 40 là, des doctorats qui vont finir dans un établissement universitaire. Les autres se trouvent des postes. Moi, j'ai dit non, je veux savoir c'est quoi travailler en anthropologie. Donc là, on frappe un peu un mur. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'ordre professionnel. S'ouvrir un bureau sur lequel on écrit anthropologue, il y a des chances que ça ne cogne pas à la porte souvent, malgré que il y a des émissions de radio dans lesquelles il y a des anthropologues. On pense à Serge Bouchard qui a popularisé en quelque sorte l'anthropologie, mais ça ne fait pas en sorte que notre CV devient doré pour autant. Alors, les premières choses que j'ai faites, j'ai un peu surfé sur mon sujet de maîtrise qui s'intéressait aux questions autochtones dans un autre contexte. Moi, c'était dans les Andes boliviennes, mais au Québec, il y a des populations des Premières Nations qui vivent des situations similaires, c'est-à-dire qui ont un bagage culturel qui est assez différent de celui des populations qui, en quelque sorte, sont les leaders économiques et politiques dans la société. Puis, j'en suis venu à connaître un groupe de consultants qui sont des psychologues, donc qui ont développé des relations de confiance avec des populations autochtones de la Côte-Nord du Québec et qui, sur la base de cette relation de confiance-là, se voyaient confier des mandats qui ressortaient un petit peu de leur expertise de psychologue. Dans les communautés autochtones, on fonctionne beaucoup sur la relation de confiance, sauf que ces psychologues-là devenaient un peu inconfortables à l'idée, par exemple, de mener des projets politiques ou de faire des devis environnementaux. Puis c'est là que moi, je suis entré en ligne de compte. Donc, c'est des mandats qui ont été ponctuels, mais par exemple, j'ai été amené à faire des enquêtes dans certaines communautés autochtones sur la base des outils de l'anthropologie. Donc, des entrevues semi-dirigées de personne à personne, des focus group. Donc, on assoit des gens ensemble, on leur pose des questions, on veut les faire interagir pour qu'ils arrivent à débattre ou arriver à un consensus sur les questions qu'on leur pose. Ce qui est assez différent en passant des outils plus classiques, par exemple de la sociologie ou de la statistique, où on fonctionne par sondage sur des grandes populations. En anthropologie, vraiment, on va
sur le terrain auprès des personnes. Donc, effectivement, ça fait appel à des gens qui sont capables d'un certain entre-gens, puis aussi d'entendre des choses avec lesquelles ils sont moins confortables. Donc, des perspectives sur des sujets où, si je reviens par exemple aux questions que je posais aux personnes qui étaient issues d'une cohorte de réfugiés en Colombie, c'est pas toujours facile d'entendre des récits de vie comme ça, mais il faut quand même avoir cette ouverture-là comme anthropologue. On est devant l'autre avec un grand A, donc il faut un peu s'oublier comme personne puis accepter qu'il y a d'autres réalités. Alors, j'ai mené ce genre de mandat-là pendant quelques mois. Bien entendu, comme jeune finissant, devenir consultant à son compte, ce n'est pas garanti qu'on va avoir des contrats redondants et souvent. Alors, j'en ai profité pour utiliser cette expérience-là pour m'insérer dans une structure un peu plus formelle qui s'intéresse aussi aux populations autochtones. Je ne sais pas si vous savez, mais au Québec, l'Assemblée des Premières Nations du Québec est responsable un peu de la gestion des communautés et de l'offre de services en matière d'éducation, de santé, de services de garde, etc. Et pour s'assurer d'offrir les services les plus adaptés à leur population, ils ont un service de recherche. Donc, c'est quoi les besoins? C'est quoi, quel est le profil de notre population? Qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir? Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent? Alors, j'ai travaillé dans une équipe de recherche au sein d'un organisme des Premières Nations qui s'appelle la Commission de la santé des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, CSSS-PNQL. Juste apprendre l'acronyme, ça a pris quelques semaines. Mais cela dit, l'intérêt pour eux d'embaucher des anthropologues n'est pas négligeable parce que, bon, d'une part, des anthropologues issus des Premières Nations, c'est assez rare. D'un point de vue sociétal, ce n'est pas des gens qui fréquentent l'université en même proportion que les populations non autochtones. Donc, d'avoir auprès d'eux des gens qui maîtrisent les techniques d'enquête, à la fois qualitatives et quantitatives, et qui sont aptes à adapter des outils qui existent déjà, parce qu'on ne peut jamais partir à zéro. Hein. Il faut toujours bien utiliser des modèles de sondage pour arriver à formuler des questions dont les résultats vont être valides. Alors, les anthropologues comme nous, il y avait aussi quelques sociologues. Ce qu'on a fait, par exemple, on a utilisé un questionnaire qui est très répandu en psychologie, qui s'appelle le DSM-4, peut-être vous connaissez. Et on a adapté culturellement les questions du DSM-4 pour qu'elles soient plus appropriées à être utilisées puis générer des données en contexte autochtone, en prenant connaissance de toute la littérature qui existe sur les situations actuelles. Bon, on connaît par rapport au logement, par rapport à l'état de santé, pensons au diabète ou au tabagisme, etc. Vous me direz, le portrait n'est pas toujours reluisant, mais le portrait n'a pas toujours été reluisant à partir des outils qui existaient. 5 minutes, merci Natacha. Des outils utilisés traditionnellement pour les populations non autochtones. Donc, à partir du moment où on adapte des outils pour dresser un portrait plus juste, on est probablement plus certain ensuite d'offrir des programmes ou des moyens de résorber des situations qui sont dommageables, qui sont beaucoup plus adaptés. Donc, ça, c'est une autre expérience que j'ai eue pendant à peu près 2 ans, après quoi je suis sorti un peu du contexte des études autochtones pour rester, par contre, dans le giron de la recherche, mais de l'autre côté du rideau, comme on pourrait dire, parce que j'ai obtenu un contrat au Fonds de recherche du Québec. Je ne sais pas si vous connaissez. Au Québec, il y a 3 fonds qui financent la recherche scientifique et qui financent les maîtrises et les doctorats. Et il y a des personnes qui s'occupent des programmes de subvention. Bien entendu, ce ne sont pas des administrateurs ou des comptables, ce sont des personnes qui sont recherchées avec des maîtrises ou avec des doctorats qui sont à même de bien comprendre l'univers scientifique dans lequel évoluent les professeurs des sciences humaines, des sciences sociales, des arts et des lettres. Les professeurs, donc, fréquentent des programmes de subvention pour mener à bien leurs recherches et ils ont besoin d'informations, comment ça fonctionne, etc., etc. Donc, je suis là pour ça comme chargé d'un programme de subvention qui s'adresse aux équipes de recherche. Mais une partie encore plus intéressante du travail, c'est qu'une fois que les demandes de subvention sont déposées, il faut qu'elles soient évaluées. Ce n'est pas moi qui le fais, mais mon expertise est mise à profit pour comprendre le contenu théorique, conceptuel, méthodologique des demandes de subvention qui sont déposées dans un ensemble de disciplines et pour identifier quel type d'expertise est nécessaire pour apporter un regard éclairé sur les dossiers de demande de subvention pour dire est-ce que la qualité est là ou elle n'est pas là. Donc, mon travail, c'est d'entrer en contact avec des experts à l'échelle internationale, leur soumettre des dossiers de candidature et leur demander leur avis scientifique sur ces dossiers-là. Après quoi, on réunit ces experts-là, on les fait discuter et à travers une réunion dans laquelle ils échangent leur point de vue sur les dossiers de candidature, il y a une personne qui est en charge d'annoter le consensus et de rédiger par la suite un document qui sera transmis au demandeur de subvention pour lui expliquer pourquoi
sa demande n'a pas été retenue ou sa demande a été retenue sur la base des qualités scientifiques, etc. Et on est 2 anthropologues parmi les 7 employés dont la tâche est de faire ça. Donc, notre travail est reconnu d'une part parce que les capacités rédactionnelles en anthropologie sont importantes. Une bonne partie de la formation, même au bac, est basée sur la rédaction de travaux, des essais à fournir, des 15-20 pages. Donc, ça fait appel quand même à des étudiants qui ont une capacité ou une volonté de formaliser leur capacité de rédaction. Et ça prend aussi, à travers la formation, là où je reviens, c'est que la formation en anthropologie, c'est une formation aussi qui est une formation forte en sciences humaines et sociales. L'anthropologie se base sur des grands concepts, des grandes théories qui traversent les sciences humaines et sociales. Puis la formation théorique conceptuelle de base, elle est très, très, très rigoureuse, de sorte que même plusieurs années après, dans mon travail, j'en bénéficie parce que ça me rend à même de comprendre quand des littéraires parlent, quand des politologues parlent, quand des économistes parlent de méthodes scientifiques, d'ancrage théorique, d'ancrage conceptuel. Il ne s'agit pas nécessairement de savoir tout, mais de comprendre où des scientifiques peuvent aller, puis les anthropologues sont bien placés pour le faire. Donc, c'est essentiellement ça, mon parcours. Je suis rendu là, ça fait 7 ans que je travaille au Fonds de recherche. C'est un travail qui me plaît bien. C'est un travail qui est méconnu, puis je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où les anthropologues peuvent se placer, qui sont assez peu connus, derrière le rideau, comme je disais tantôt, mais où les anthropologues sont très, très, très appréciés pour les qualités là, dont je vous parlais. Donc, je vous invite à lire le fameux document bleu. Vous allez retrouver mon nom là-dedans, mais plusieurs autres profils qui sont vraiment intéressants, dont j'aurais voulu vous parler ce matin, mais je n'aurai pas le temps. Là. Mais ça montre vraiment la diversité, là, pour vous donner une idée, de sages-femmes à charger de cours. Là. Okay? Il y a de l'anthropologue un peu partout, puis là où il est bien apprécié. J'ai-tu passé mon 5 minutes? Flush? Non? Merci. Merci.